élément obligatoire, il faut définir le but de la stratégie. Donc les buts qu'on peut définir sur une stratégie, ce sont les objectifs. Est-ce qu'on a un objectif intraday? Est-ce qu'on a un objectif daily? Est-ce qu'on veut faire de la grosse performance? Est-ce qu'on veut avoir plutôt un aspect gestion? Est-ce qu'on est prêt à prendre beaucoup de risques, peu de risques? D'accord? Il faut définir tous ces éléments. Les stratégies ne sont pas toutes les mêmes. Elles ne sont pas toutes adaptées aux personnes. D'accord? En fonction de ce que vous voulez faire, vous n'aurez pas du tout la même approche. Il faut définir son risque. Beaucoup de gens me contactent via le site internet pour psychoter et me disent, voilà, j'aimerais bien investir en trading, j'aimerais bien gagner un peu d'argent. La première question que je leur pose, c'est ok, qu'est-ce que tu es prêt à risquer? Et là, en général, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais réfléchi à ça. La stratégie de trading sans risque n'existe pas. Ça, c'est important. Si vous voulez des stratégies d'investissement sans risque, vous prenez une assurance vie, vous mettez sur le fonds euro, et là, vous aurez un investissement sans risque, mais avec la performance qui va avec. À partir du moment où vous voulez augmenter la performance, il va falloir augmenter votre niveau de risque. On ne peut pas faire autrement. À partir du moment où vous allez chercher de la performance, il faudra forcément augmenter votre niveau de risque. Et donc, une fois que vous aurez tout ça, une fois que vous aurez défini vos objectifs, le risque que vous êtes prêt à prendre, vous allez pouvoir travailler sur votre stratégie. D'accord? C'est dans ce sens-là que ça doit se faire. Je veux gagner de l'argent, mais qu'est-ce que je suis prêt à faire pour y arriver? Donc en premier, on fixe l'objectif. L'objectif, il peut être différent en fonction de ce que vous voulez, faire, de ce que vous voulez arriver, et notamment en fonction de ce que vous avez déjà comme patrimoine. Si tout votre investissement, vous le mettez dans le trading, vous n'allez pas avoir la même approche que si vous avez déjà un patrimoine qui est très diversifié et sur lequel, en fait, le trading va être là juste pour dynamiser un petit peu l'ensemble. C'est-à-dire que si vous prenez plus de risques dans cette optique, à partir du moment où vous avez d'autres placements qui sont beaucoup plus sécurisés à côté, vous allez pouvoir vous permettre de prendre plus de risques. Parce que dans la globalité, vous n'allez pas tout perdre. Vous comprenez cette différence? Alors que si vous n'avez qu'un compte de trading pour essayer un petit peu d'apporter de l'adrénaline, parce que je sais qu'il y en a, c'est ce qu'ils viennent chercher, et bien là, si vous perdez votre compte de trading, vous avez tout perdu. Donc il va falloir beaucoup plus réfléchir sur le niveau de risque en fait, que vous allez prendre par rapport à ça. Il y a aussi des sommes qui sont en jeu. D'accord? On ne prend pas les mêmes risques en trading. Si on a un compte à plusieurs centaines de milliers d'euros en actifs, que c'est toute une vie de travail par exemple, ou alors si vous avez une petite poire d'économie quelque part avec un compte à 5000 euros, si on perd l'intégralité du compte, les conséquences ne sont pas les mêmes. Pour définir des objectifs, pour définir un petit peu la performance qu'on peut avoir, moi ce qu'on m'a dit quand on voulait apprendre un métier, puisque le trading c'est un métier, on dit regarde ce que font les professionnels. D'accord? On regarde ce que font les professionnels, pour ceux qui font des études de marché, qui veulent se lancer dans des affaires, etc. On regarde ce que fait le concurrent. Qu'est-ce qu'il gagne, quelles sont ses marges, comment il y arrive, etc. Quelle est sa stratégie. Et ensuite, on essaye de répliquer, de faire pareil. Ça, je pense que ça vous parle à peu près. Donc, je me suis amusé à chercher un petit peu ce que font les professionnels, dont notamment ceux qui ont des résultats vérifiables. On va se comparer aux meilleurs. Donc, j'ai essayé de chercher quel était le meilleur dans le trading. Donc, je suis tombé sur un monsieur, David Tepper, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est gérant donc à Wall Street, et qui a une firme qui s'appelle Appaloosa Management. Il est considéré comme un des meilleurs traders au monde. Il a un fonds qu'il gère, et donc pour gérer ce fonds, en 2012, il aurait touché un salaire annuel de 2 milliards de dollars. Ok? 2013, 3 milliards et demi. C'est un des gérants les mieux payés de la planète. Donc pour toucher ce salaire-là, on se dit qu'au niveau de ses performances, c'est le top. On ne peut pas trouver mieux. À votre avis, cet homme-là, combien il fait en performance annuelle sur ses fonds? Des propositions?
15% annuel, on parle annuel. 10, 7, 20, 80, qui dit mieux? C'est le meilleur, hein. Attention, c'est le champion du monde qu'on a là. 10, 20, c'est... Ouais, je sais pas, enfin, on va en reparler après, mais vous n'êtes pas loin. Le fonds donc Appaloosa Palomino, qui est considéré comme un des meilleurs fonds au monde, il a un rendement en 2013 de 43%. D'accord? C'est un très vieux fonds, c'est un fonds qui a plus de 20 ans. Sur les 20 dernières années, il a fait une moyenne de rendement annuel de 27%. Pourquoi je vous dis ça? Je pense que vous avez tous sur la toile des sites internet ou des gens qui vous proposent des rendements qui sont supérieurs à ça. Demandez-leur combien ils touchent de salaire. Ah oui, il faut être logique. Si David Tepper, avec un rendement pareil, on lui donne un salaire de 3,5 milliards, pourquoi moi je vais m'embêter à monter un site internet tout seul pour toucher 3 francs 6 sous, alors que j'ai une performance à 80% par an, par exemple? Je ne dis pas que je les ai, je dis si je. Ça, c'est une mise en garde. Au niveau des objectifs, nous sommes pollués par toute la publicité qu'on trouve sur internet, par des sites qui vous vendent des objectifs qui sont inatteignables. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir cette performance annuelle, le drawdown, c'est-à-dire la perte maximum qu'a connu ce fonds, elle est quand même de 40%. C'est pas rien. On a beau avoir un fonds qui est très performant, quand vous avez un drawdown de 40%, ça fait réfléchir. Si on part du principe que vous voulez doubler la performance, comme je vous ai dit au début, on va doubler le risque. Ça veut dire qu'on risque un drawdown de 80%. C'est irrattrapable, 80% de perte. Donc ça, c'est un petit peu pour vous donner une idée de ce qu'est la réalité. Donc toutes les publicités qui vous vendent de gagner 1 500 € par mois avec un capital de 10 000 €, je sais pas, un calcul tout simple, ça fait 15% par mois. Je ne sais pas comment ils font. Et je ne sais pas pourquoi ils font de la publicité pour ça. Parce que moi, si j'arrivais à faire un rendement pareil, je ne ferais pas de pub. Hein. Et je ne serais pas là devant vous. Je serais au soleil. D'accord? Donc ça, c'est vraiment pour vous montrer la réalité des choses. Le trading, les résultats donc, qui sont vérifiables, c'est ça. Les rendements à 2 ou à 3 chiffres par an que beaucoup vous vantent, c'est impossible, c'est pipeau. Ok? Donc, tout ça pour dire quoi? Quand vous fixez des objectifs, fixez-vous des objectifs réalistes. 27% par an, ça fait environ 2% par mois. 2% par mois. Vous avez 10 000 €, vous allez travailler comme un fou pour mettre en place votre stratégie de trading, pour gagner à la fin du mois 200 €. Et vous avez passé 15 heures devant vos écrans pour essayer de trouver la stratégie qui marche. La réalité du trading, c'est ça. C'est pas je trade 2 heures par jour et je gagne 1 500 € par mois. Ça n'existe pas. Ou alors ça existe pendant 3 semaines, juste avant que vous perdiez votre capital. Ça existe par contre. Ok? Donc, aucune stratégie d'investissement ne peut avoir un rendement correct sans un risque associé. Ensuite, quand on essaye de définir sa stratégie, on définit plusieurs niveaux de risque. Ça, c'est un travail qu'on fait en amont. Le risque position. Chaque fois que j'ouvre une position, il faut quantifier son risque. Combien je suis prêt à perdre sur cette position? 1%, 2%, 5%, 10%. Ça, c'est à vous de le savoir. C'est en fonction de votre psychologie. Ce qu'il faut vous dire, ce qu'il faut vous rendre compte, c'est que quand vous définissiez votre risque, si on vous dit par exemple, tiens, moi je définis tant, vous n'avez pas le même ressenti, vous n'avez pas la même aversion au risque. Ça se trouve, les paramètres d'un autre ne vont pas vous convenir. Chaque risque doit être pris en fonction de vous-même. Est-ce que vous êtes prêt à supporter un risque qui court sur un week-end? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne supportent pas d'avoir des positions qui restent ouvertes pendant un week-end. Moi, ça ne me dérange absolument pas. Personnellement, j'ai des positions qui restent ouvertes le week-end, un week-end sur l'autre. Il y en a qui, tous les soirs, veulent être liquides.
Moi, ça ne me dérange pas. Pourquoi? Parce que mon risque, il est quantifié, il est borné. À part si on a un jour un gap de 1000 points, je veux dire, sur un risque à 100 points, par exemple, je sais que je vais perdre 1, 2, 3% sur mon capital. C'est pas grave. 1, 2, 3%, ça se regagne. Ok? Si vous êtes surexposé, que vous risquez 20%, là, c'est différent. Ensuite, le risque portefeuille. Le risque portefeuille, qu'est-ce que c'est? C'est le risque de toutes vos positions et donc de tous les risques additionnés que vous allez avoir si toutes vos positions sont perdantes. Genre, vous avez un portefeuille action, vous avez une dizaine de positions, et puis il y a un gros crack, vous déclenchez tous vos stops. Ça, c'est le risque portefeuille. Toutes vos positions se terminent en scénario catastrophe. Il faut le définir aussi, puisque quand vous allez construire votre money management, il va falloir en tenir compte. Vous allez avoir votre risque portefeuille, vous vous dites, tiens, je veux prendre tant de positions, 10 positions maximum, sur votre calcul de risque. Vous allez dire, si par exemple je m'autorise un risque portefeuille de 10%, que je m'autorise 10 positions, le calcul est vite fait, c'est 1% par position. D'accord? Si vous dites que finalement vous lui risquez un peu plus, 2% par position, il va falloir se limiter à 5 positions. Tout ça, c'est un ensemble. C'est money management, il faut absolument en tenir compte, sinon vous partez au hasard. Et en général, ça se termine mal. Et donc le risque global, ça c'est pour ceux qui essayent d'avoir une vue globale de leur stratégie sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années. Au bout de quelle perte maximum vous vous dites, stop, la stratégie n'est pas bonne, j'arrête et je passe à autre chose. Il faut le définir aussi. Si par exemple vous n'arrivez jamais à votre risque portefeuille, que vous êtes à 5%, mais qu'en faisant des pertes successives, vous arrivez à une perte par exemple de 20%, est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Il faut d'abord, il faut y réfléchir, et donc il faut en tenir compte aussi. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce niveau de risque? Tout est clair donc. On continue. Donc le risque position, tout ça, je vous l'ai expliqué. Donc c'est la perte maximum par position simple. Le risque portefeuille, c'est donc le risque de position sur le nombre de positions. Et ensuite le risque global. Quand vous montez votre money management, ça, il faut l'écrire sur une feuille et ne jamais y déroger. Pourquoi? Ça, c'est une courbe. Elle est belle. Je ne comprends pas grand-chose. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Une courbe gain-risque. Gain-risque, non. C'est pas ça. C'est ce qu'il faut gagner quand on a perdu. Voilà, monsieur a trouvé. C'est le pourcentage de gains qu'il faut faire pour rattraper une perte. Donc, on va expliquer un peu. Je vais montrer sur ce tableau-là. On voit pas bien, bon. En bas, on a la perte qui est constatée. En haut, on a le gain qu'il faut faire pour le rattraper. Vous voyez, 95%, 2000%. Ok? Je vais vous poser une question. En trading, est-ce que pour vous, il est plus facile de gagner ou de perdre 20%? Qui pense que c'est plus facile de les gagner? Levez la main. De les perdre. Qui pense que le risque est équivalent? Que statistiquement, on a autant de chances de gagner que de perdre, donc c'est 50-50. Ok. Je vais maintenant changer la question. Est-ce qu'il est plus probable de gagner 25% ou de perdre 20%? Est-ce qu'il est plus probable de gagner? De perdre? Équivalent? Moi, je pense qu'il est plus facile de perdre 20% que de gagner 25%. Pourquoi je vous pose cette question? Ça, c'est les chiffres de la courbe que je viens de vous montrer. Suite à une perte constatée de 20%, le gain à faire pour rattraper cette perte, c'est 25%. D'accord? Tant qu'on est dans ces zones-là, ça va encore. Je dirais que c'est la limite à ne pas dépasser. Parce que regardez ce qui se passe quand on arrive dans des pertes plus conséquentes. Quand on perd 50%, il faut qu'on fasse 100%. Et vous vous rendez compte que plus votre perte
globale va être forte, plus il va être difficile de retrouver votre capital. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Gain annuel maximum en moyenne du champion du monde, 27%. Donc si on part du principe que vous êtes le champion du monde, si vous avez 100% à faire, c'est-à-dire qu'au mieux vous allez le rattraper dans les 4 ans qui viennent. Et pourtant à la base vous avez perdu 50%. Perdre 50% de son portefeuille, je pense que dans cette salle ça doit parler à certains. Je ne vous demanderai pas de lever la main parce qu'il y a une certaine pudeur par rapport à ça, mais je pense que ça parle à certains. D'accord ? Moi je rencontre beaucoup de gens qui ont perdu même plus que ça. Donc quand on met en place un money management, il faut avoir, vous voyez que pour 5%, si on fait une perte de 5%, j'ai enlevé les virgules, pour rattraper cette perte, il faut refaire un gain de 5%. Le calcul est tout simple, hein, c'est quand on part de 100, qu'on fait plus 1% moins 1%, ça fait 100. À l'extrême, si on fait 50, plus 50% moins 50%, ça fait 75. Ah oui, 100 plus 50, ça fait 150, divisé par 2, 75. Pourtant, le gain et la perte, c'est les mêmes. Qu'est-ce qui a changé entre les deux? L'effet levier, tout simplement, des fois. Vous voyez que dans ce cas-là, l'utilisation trop poussée de l'effet levier, il est destructeur de valeur. Puisque j'ai deux trades à la limite qui, en termes de résultats purs, sont neutres, j'ai fait plus 50, moins 50. Et ouais, sauf que quand